Bonsoir, soyez bienvenus dans Match Minute et encore merci de votre fidélité car oui, vous étiez plus d'1 million de téléspectateurs hier soir à nous suivre. Liesse et gratitude de la part de l'équipe autour de la table et de la part de l'équipe qui est en coulisses. Et à ce propos, salut mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine avec des enjeux considérables économiques mais aussi diplomatiques et géopolitiques que le président résume avec des expressions quasi confucéennes, faire avancer les voies de convergence et de coopération. Il est temps d'ouvrir une nouvelle page de ce partenariat historique. Alors entre la Chine et la France, quels sont les sujets qui fâchent? Taxation des petits colis, droits de douane, comment amener la Chine à s'impliquer pour l'Ukraine, par ailleurs aux côtés des Européens, et à faire pression sur la Russie, la Chine qui n'a pas condamné l'agression russe. On en débattra ce soir et puis on vous retrouvera en dernière partie d'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. On va parler de loups, je crois. Oui, c'est ça, loups yétus. Eh bien oui, une étude vient de prouver que ce sont bien des loups noirs qui se baladent du côté du massif de la Sainte-Baume. Ça se trouve en Provence. Oui, des loups et non pas des hybrides entre chiens et loups. C'est l'occasion d'évoquer la terrible politique d'éradication du loup. Et vous, Marie? Moi, je vous parle d'une procédure judiciaire inédite. La ville de San Francisco attaque en justice les géants de la nourriture ultra transformés. Le but, c'est de les faire payer pour tous nos pépins de santé. On vous retrouve tout à l'heure. Et pour commencer, une légende. On reçoit en effet Joan Baez, légende du folk et de la chanson engagée, soutien de Martin Luther King dans les années 60, muse de Bob Dylan, princesse aux pieds nus sur toutes les scènes du monde. Pendant 60 ans, Joan Baez écrit des poèmes depuis les années 90 et publie son premier recueil en édition bilingue anglais-français, Amours enfuis, vers libre, tombeau chavirant pour mère et sœur, un livre comme elle, farouchement libre. On la retrouve tout de suite. Je ne suis pas sûre qu'on y croit. Joan Baez, en face de nous. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. À tout le monde. I'm happy to be here. Je suis contente d'être ici. Elle parle français, c'est extraordinaire. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. C'est un effort. Un effort délicieux. Joan Baez, on vous reçoit à l'occasion de la parution de ce recueil de poèmes « Quand tu verras ma mère », invite-la à danser. Signé par vous, il y a tromperie sur la marchandise. Ce livre devrait être signé, Joan Baez, par Bibi, Yasha, de Rage et Étoile, des personnages invisibles, espiègles, tous vos moi, car vous avez eu une personnalité dissociée, paraît-il. They're all happy to hear. Elles sont toutes ici d'être là pour vous parler Most people refer et to que vous not parliez d'elles. think La about it, plupart but in préfèrent fact, yes. ne pas In y a penser, deep therapy, mais discovered oui, I had multiple tout en personalities. profondeur, j'ai découvert que j'avais des personnalités multiples. Heureusement, j'aime la plupart sont à la retraite, donc j'ai un petit peu plus de maîtrise de ma propre vie, mais vraiment, c'est la raison pour laquelle j'ai pu revenir en bonne santé. On va voir de votre profil idéal réalisé par Gaël Legraille. Ensuite, on va parler de ses poèmes et des thèmes sous-jacents dans ses poèmes. Joan Baez, si votre carrière ne se limite pas à cette unique dimension, elle a été marquée par vos engagements citoyens et par votre militantisme pour la non-violence. Alors après toutes ces années, quel combat continuez-vous à mener? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Toute petite, j'avais le sentiment d'une sorte de mission, dites-vous. Née en 1941 à New York, vous débutez votre carrière de chanteuse en 1958 dans un club de Cambridge, près de Boston. Vous rencontrez rapidement le succès, notamment grâce à votre concert au Festival Folk de Newport en 1959. En 1963, vous participez à la marche pour les droits civiques de Washington, celle du fameux de Martin Luther King. Vous y interprétez All My Trials, mais aussi l'hymne à la liberté, We Shall Overcome. Vous manifestez ensuite contre la guerre du Vietnam, contre la dictature chilienne, vous soutenez Lech Walesa en Pologne ou Václav Havel en Tchécoslovaquie face au régime communiste. Vous êtes de tous les combats, vous interprétez des chansons engagées.
more wars, my lord. Toujours inspiré par la pensée de Gandhi. On défend un pays, mais on n'apprend pas à défendre la vie humaine. Gandhi savait qu'il n'y a pas de moyen de garantir la vie. Il n'y a pas de moyen de savoir quand on va mourir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment il faut vivre maintenant. Paradoxalement, l'album Diamonds and Rust reste votre plus grand succès commercial, album de 1975 dont la chanson titre évoque les traces laissées par votre relation avec Bob Dylan. The unwashed phenomenon, the original vagabond. I'm the Après plus de 30 albums et 60 ans de scène, vous renoncez à la chanson en 2019. Vous vous adonnez à la peinture et vous publiez aujourd'hui un recueil de poèmes. Vous y exprimez notamment votre inquiétude lorsque vous n'entendez plus le chant des oiseaux. Et vous ajoutez « Les oiseaux sont ma plus grande source de chagrin. Des milliards d'entre eux sont en train de disparaître. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de poèmes où vous évoquez le tintement de centaines de gorges d'argent de ces oiseaux que vous écoutez, les canyons, les herbes, et vous évoquez d'une certaine façon ce que les gamins d'aujourd'hui disent être l'éco-anxiété. C'est quelque chose qui vous travaille, cet effondrement de la biodiversité, Joan Baez. My discipline is to Ma discipline, go outside, c'est listen de to one sortir, bird, d'écouter not un worry about oiseau the other ones et de ne pas me disappearing, préoccuper des because autres qui it's sont en train de too disparaître, sad parce que to c'est think trop about. In triste fact, d'y the penser. whole En fait, issue now for toute la all of question us, maintenant pour nous especially in tous, the United States, notamment aux is to États-Unis, find out how to c'est de navigate trouver une façon de this s'y retrouver ship dans cette and, merde ambiante retain our joy, et de retain garder our notre dancing, joie, de creativity garder la in the danse, la face of what's créativité happening, au vu because de it tout is ce a qu'il se form of passe, parce que c'est resistance. une forme de résistance. À propos de résistance, on a vu des images de Martin Luther King, vous l'avez côtoyé énormément en 63 à Washington, mais avant la marche de Washington à Birmingham, je crois que c'était au mois de mai 63, vous avez chanté à ses côtés et vous avez souvent dit il était extraordinaire, il avait un sens de l'humour phénoménal. Et c'est vrai, quand on pense à lui, on ne pense pas nécessairement à ce sens de l'humour. Comment se manifestait cet humour? Je crois qu'il était très spirituel avec vous. Well, he was so careful. Il était Because tellement they were waiting prudent, to en find fait, anything parce qu'ils to attendaient de accuse trouver him of. n'importe quoi So pour he l'accuser. couldn't be Donc, joking il ne when pouvait he was pas faire de giving, blagues pendant standing in his church. qu'il He was very, était very en train de faire des serious, sermons dans son dressed very église. Il precisely. était très So when, sérieux, he had tiré some à quatre private time, he épingles. was very Mais funny. en privé, il était très drôle. He and his lieutenants, Lui et ses lieutenants. and I was lucky enough to be Et in j'ai eu that la chance circle d'être dans a lot ce of the cercle time, privé and, pas mal de temps. had to be Et funny. il fallait And it's bien the same être now, drôle. that Et c'est we la had même to be chose maintenant. ridiculous Il to faut create bien our être own circus. ridicule. Il faut créer notre propre cirque personnel. Joan Baez, vous livrez votre intimité à travers ces poèmes et vous parlez notamment de santé mentale. Pourquoi le faire? Vous parlez de votre phobie et comment elle est devenue un partenaire. Vous le faites pour aider ceux qui vont vous lire? You know, I didn't do it for Voyez-vous, that. je ne l'ai pas that fait reason, exactement pour to cette try to raison, help other pour people, essayer but as it d'aider turns les out, autres, mais the il documentary s'avère I que made, le which is documentaire que j'ai similar to produit, this, qui est the semblable more à cet open I've ouvrage, been, et the je vois more que plus j'ai people été have sincère, responded plus les in gens their ont own lives, that réagi it's meant dans leur something propre in vie, their ça own a lives, signifié and for quelque that chose I'm pour eux dans leur propre because vie, donc most ça me rend people heureuse. really don't Parce que wanna la talk plupart about des gens ne that. souhaitent It's pas parler de tout ça, understandable. et c'est compréhensible. But I'm too old Mais to- moi, je suis trop vieille pour m'en soucier. You know, I don't Voilà. care. Je I m'en have fiche. nothing to lose, Je and n'ai I rien want à to be perdre honest. et je souhaite I want être to leave a sincère. honest Je legacy. souhaite vivre et laisser un héritage sincère. Le documentaire en question, il est sorti en 2024, il s'appelle I Am a Noise. Et effectivement, vous évoquez tout dedans. Vous dites, j'ai passé 8 ans sous Quaalude, j'ai été dans des états d'anxiété, de désespoir terribles. Vous dites tout, et en même temps, survit cette espèce de folle liberté et d'appétit pour la vie. Est-ce que, Joan Baez, vous pourriez lire en français le poème L'écriture, plutôt que de vous demander qu'est-ce que ça veut dire écrire? Écoutez, dites-le vous-même. Ok. L'écriture. L'écriture est comme l'amour. On ne peut la forcer ou elle meurt en cherchant à croître. L'écriture est comme l'amour. On ne peut la forcer ou elle se change en ciment dans un tube de dentifrice. L'humour de Joan Baez. Quel est le mot le plus important? Amour ou pardon? Oh, maybe Ah, forgiveness. peut-être le pardon. Maybe forgiveness, Peut-être because bien you le pardon, can't parce really que
On ne peut pas vraiment aimer complètement, à mon avis, tant qu'on n'est pas pardonné. On pardonne un petit peu et puis on fait ça un petit peu mieux, on pardonne un petit peu plus, on se sent mieux, on pardonne tout et là, on est libre. On va évoquer avec vous, John Baez, Donald Trump et avec Anna, Donald Trump qui durcit son discours sur l'immigration, vous le savez. Oui, il y a 2 jours, Donald Trump s'en est pris violemment à la Somalie, qu'il a qualifié, je cite, de pays pourri. Il faisait notamment référence à un scandale de détournement d'aide sociale dans l'État du Minnesota par des personnes d'origine somalienne. Et donc, il en a profité pour ajouter que ce serait un mauvais choix de continuer à accueillir des déchets comme eux dans notre pays. Dès le lendemain, son administration, qui menaçait déjà de le faire depuis longtemps, a annoncé officiellement la suspension des demandes d'immigration pour 19 pays, dont la Somalie, mais aussi l'Afghanistan, la République du Congo ou Haïti. Les ressortissants de ces pays présentant un risque pour la sécurité nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous, ce ton méprisant, ces insultes, d'autant que vous avez subi des insultes racistes quand vous étiez adolescente, à cause notamment de vos origines mexicaines? Tout ce que je peux dire vraiment concernant l'état actuel des choses aux États-Unis, c'est que aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer vraiment à quel point la situation empirerait. C'est maléfique. Toute la bonté que les gens peuvent avoir, l'empathie, la compassion, tout cela, c'est devenu un gros mot parce que c'est synonyme de faiblesse. Tout est retourné complètement. Notre boulot, c'est de nous accrocher à la bonté en nous. Et mon impression, c'est que peut-être qu'on ne pourra pas renverser la vapeur maintenant, mais on peut quand même sauver quelques petits poissons. Donc, tous ceux qui sont bénévoles, comment on peut aider les autres, comment on peut aider les prisonniers, comment on peut aider les enfants qui se retrouvent au tribunal sans parler anglais, sans avocat. Comment on peut faire? Il y a des moyens. Il faut décider que ça ne va pas suffire pour vous, peut-être, mais ça pourrait suffire pour quelqu'un d'autre. Il y a des millions de choses à faire. Et c'est difficile parce qu'on veut faire les choses en grand, mais on ne peut pas changer les choses en grand parce que c'est trop solidement en place. Pour l'instant, c'est une secte. Et les sectes sont difficiles. Vous aviez décidé d'arrêter de chanter, et par exemple, il y a quelques mois, au mois d'avril, en 2025, vous êtes monté sur scène avec quelqu'un qui est assez engagé pour l'environnement, notamment Neil Young, et vous avez chanté aux côtés de Bernie Sanders dans le cadre de ce mouvement Fight Oligarchy. Vous ne lâchez rien, John Baez. Oui, parfois j'ai l'impression que parce que c'est courageuse, parfois j'ai l'impression que c'est parce que je suis idiote. Mais oui, ça c'est logique. J'ai été dans des situations dangereuses où j'étais trop idiote. Oui, ça va. C'est pas grave d'aller en prison tant qu'on l'a prévu. Si c'est quelqu'un d'autre qui le prévoit, on avait prévu de se faire arrêter. C'est à l'époque du Vietnam, à l'époque des protestations contre le Vietnam, contre la guerre du Vietnam. John Baez, femme libre, farouchement libre. Ce recueil de poèmes est merveilleux, à votre image. Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes. Quand tu verras ma mère, invite-la à danser. On avait tellement envie que vous dansiez, mais comme vous êtes un peu enrhumé comme moi, vous gardez vos chaussures et vous ne pouvez pas danser pieds nus ce soir. Ce sera la prochaine fois quand vous reviendrez. C'est aux éditions Point. Peut-être la prochaine fois. S'il vous plaît, la prochaine fois et peut-être avec votre interprète Anthony Roger. Au revoir, John Baez. Et on va passer à notre débat sur les enjeux de la visite du chef d'État français en Chine. Emmanuel Macron y est donc pour évoquer droits de douane, lutte contre les petits colis qui asphyxient le petit commerce français, mais aussi recueillir des éclaircissements sur le rôle de la Chine vis-à-vis de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. La Chine est-elle un partenaire ou une rivale de la France et de l'Europe? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Un accueil en grande pompe à Pékin, un cadre solennel avec passage en revue de la garde présidentielle. Pour cette 4e visite en Chine depuis 2017, le ton est diplomatique. Objectif d'Emmanuel Macron, surmonter les désaccords. Nous avons la responsabilité de savoir les dépasser, de trouver des mécanismes de coopération, de règlement des différends. Principal enjeu de ce voyage, rééquilibrer une balance commerciale qui penche plus que jamais en faveur de la Chine. La Chine est disposée à travailler avec la France en gardant toujours à l'esprit les intérêts fondamentaux de nos deux peuples.
Les représentants chinois et français, accompagnés d'une trentaine de chefs d'entreprise de grands groupes tricolores, ont signé une lettre d'intention visant à accroître les investissements réciproques, mais aussi à développer des transferts de technologies comparables à ceux demandés par le passé par la Chine aux Européens, comme le rappelle cet ancien dirigeant d'Airbus. Quand j'essayais de vendre des Airbus en Chine, on me disait oui, mais vous pouvez vendre des Airbus, mais vous devez coopérer avec Comac, l'entreprise qui fabrique des avions. Il faut faire la même chose. Alors, en fait, des sociétés communes avec les entreprises françaises, avec du transfert de technologie. Les présidents chinois et français ont également évoqué d'autres questions sensibles. L'approvisionnement en terres rares, devenu indispensable dans les entreprises de pointe, ainsi que la guerre en Ukraine. Le ton conciliant d'Emmanuel Macron suffira-t-il à obtenir gain de cause ? Les observateurs avertis en doutent. Il ne faut pas tomber dans l'illusion de vouloir créer une relation particulière d'homme à homme, comme Emmanuel Macron l'a parfois dit. Ça ne marche pas. Xi Jinping ne sera jamais notre ami. Alors la dernière étape du voyage demain dans une province berceau des pandas géants ne sera-t-elle qu'un exercice de diplomatie ? Partenaire ou rival, la Chine peut-elle défendre autre chose que ses propres intérêts ? On va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Sophie Boisseau-Durocher, bonsoir. Géopolitologue, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Votre dernier ouvrage, L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, s'affiche derrière moi. Selon vous, Sophie Boisseau-Durocher, nous sommes à un moment de renversement du rapport de force entre la Chine, la France et plus largement l'Europe. Pékin a de moins en moins besoin de nous, alors que notre dépendance à nous s'est accrue, notamment en ce qui concerne les matières premières. À côté de vous, Olivier Costa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche CNRS au CEVIPOF. Vous venez de publier Le fonctionnement de l'Union européenne, coécrit avec Nathalie Braque. Et selon vous, la relation entre l'Europe et la Chine, c'est un jeu de poker menteur. Allons bon, la Chine fait croire qu'elle n'a pas besoin du marché européen et pourtant, ça fait partie de sa stratégie commerciale, comme on le voit avec, effectivement, Chine. On en reparlera. Et à côté de vous, Pierre Aski, journaliste et chroniqueur géopolitique matutinal sur France Inter et aussi pour le Nouvel Obs. Ouvrage dont vous avez rédigé l'introduction, La bascule du monde, regard croisé de photographes et de dessinateurs de presse. Il vient de paraître. Et selon vous, Pierre Aski, la Chine est rivale ou partenaire en fonction des sujets. Par exemple, elle ne fera rien pour arrêter Poutine à propos de l'Ukraine et ne veut pas parler de Taïwan, mais pourrait s'engager à propos du climat. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, impressionnant. La France accuse un déficit commercial de 46,4 milliards d'euros avec la Chine en 2024. On importe donc massivement des produits chinois. C'est presque la moitié, 46% précisément, du total du déficit commercial français avec le reste de la planète. Sophie Boisseau-Durocher, ce déséquilibre n'a jamais été aussi prononcé en notre défaveur ? Oui, absolument. Il est d'ailleurs encore plus défavorable en ce qui concerne l'Allemagne, puisqu'on est là à 64 milliards. Donc, effectivement, il y a une question de fond. C'est jusqu'où pouvons-nous supporter, jusqu'où notre économie peut, et notre société aussi, avec les répercussions que ça a, peut supporter ce déséquilibre commercial avec un pays qui s'affiche comme la première puissance mondiale. Pierre Aski, on se cabre d'ailleurs en France vis-à-vis de la Chine et cette visite d'Emmanuel Macron se fait dans un contexte particulier parce que Chine, la plateforme Chine, est dans le viseur des autorités françaises et les petits colis venant de Chine vont être a priori taxés. Oui, mais je pense que c'est un épiphénomène. C'est pas le centre. Quoi, Chine ou les petits colis, la taxation, les deux. C'est pas le centre de la rivalité commerciale, c'est pas le centre du déficit non plus. On parle de l'automobile électrique. S'il n'y avait pas de barrière, il y aurait une déferlante parce que les Chinois sont aujourd'hui les maîtres de ce secteur. On parle de l'acier, on parle des panneaux solaires, on parle de choses qui sont beaucoup plus significatives. Chine, évidemment, frappe l'opinion parce que c'est un produit de consommation courante, etc. Mais donc c'est symbolique de ce point de vue-là. Et puis associé à un scandale de pédocriminalité à travers les poupées, quand même. Mais il ne faut pas, je pense, considérer que Chine c'est le cœur du problème, parce que ça serait une distraction. Le cœur du problème, il est beaucoup plus structurel et beaucoup plus lourd. Oui, mais Olivier Costa, c'est un climat particulier tout de même dans lequel s'inscrit cette visite d'Emmanuel Macron.
Oui, mais le climat... Pas votre collègue, Pardon. votre voisin, mais... Il vous la rendra, mais il prend la parole. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on parle de Chine en France. Si on regarde historiquement, les relations avec la Chine, c'était pas quelque chose d'important dans l'opinion publique. On avait une grande polarisation sur les rapports avec les États-Unis, les partis étaient bien structurés là-dessus, sur la Russie aussi, et sur la Chine, ça flottait. Quelles étaient les positions du RPR, du PS ou du PCF sur les relations avec la Chine il y a 20 ans, personne ne le savait, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment un débat sur cette question. Quelle doit être la stratégie de la France et de l'Union européenne dans son rapport à la Chine? Et justement, c'est là où est le problème, c'est que c'est seulement aujourd'hui qu'on se pose la question, alors qu'il y a 20 ans, quand la Chine est rentrée à l'OMC en 2001, on aurait dû déjà s'interroger sur les conséquences que ça allait avoir. On est rentré dans le jeu et dans le malentendu avec une naïveté qui est absolument effarante, en pensant qu'on allait réussir à transformer de l'intérieur la Chine en l'ouvrant au monde, en démocratisant son régime. Et ce qu'on voit aujourd'hui en 2025, et là, Emmanuel Macron est quand même dans une phase de désillusion, ce qu'on voit, c'est que la Chine, au contraire, développe une politique économique nationaliste et protectionniste qui va nous poser d'énormes problèmes. Oui, mais Pierre Askier, c'est pour ça, Emmanuel Macron, il arrive comme dans un pays où on connaît, on sait tout de ce qui se passe ici et donc de ces polémiques. Ça ne le leste pas, ça ne le met pas dans une difficulté particulière? Non, parce que la Chine regarde ça de très très loin, de très très haut. Elle considère que l'Europe est un continent déclassé. Parce qu'on a raté la révolution technologique. Ça se joue aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, et que nous sommes un vaste marché dans lequel on déverse. On déverse. Lorsque les États-Unis sont bloqués par les droits de douane, il y a tout d'un coup une augmentation des produits chinois qui arrivent en Europe. C'est ça le problème. Moi, vous savez, moi j'ai vécu en Chine au début des années 2000. J'étais correspondant à Pékin. Les industriels français qui venaient délocaliser en Chine, mais occidentaux en général, ils étaient d'une arrogance incroyable parce qu'ils disaient on va leur laisser les t-shirts à 1 euro, la production qui pollue, etc. Et nous, on garde la valeur ajoutée. Les Chinois, ils ont pris les t-shirts et ce qui pollue, et ils ont fait la valeur ajoutée aussi. Et aujourd'hui, on a le retour de bâton, mais d'une violence incroyable de ces 25 ans, 30 ans. Par rapport à ce court-termisme et cette myopie des industriels, même les fleurons de l'industrie française. Qui fleurait une sorte de supériorité culturelle, limite raciste. Parce que c'était quand même... La Chine ne pouvait pas être innovante et inventive. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne est tombée dans le même piège de ces jeux à plusieurs coups dont on ne comprend la logique que quand on en a les retours négatifs. Et quand c'est trop tard, non? Et c'est quand c'est trop tard. Et là, la Chine développe sur le long terme. Et la vraie différence, c'est qu'on est dans une vision à long terme avec des ambitions qui sont claires, quand nous, on patauge un peu dans notre court-termisme et nos différences. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna la Chine et l'Europe, le rapport de force en matière de transfert de technologie, il a basculé, il n'est plus du tout le même. Oui, vous avez commencé à le dire, regardez, tout s'est inversé, les pays émergents, c'est nous, le pays développé, c'est eux. Ça, ce sont les mots du directeur général de la Banque publique d'investissement BPI France, Nicolas Dufourcq. Rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, pour s'installer en Chine et développer leur activité, Airbus était obligé de s'associer juridiquement avec une entreprise chinoise et partager une partie de ses secrets de fabrication. Sauf qu'aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître. L'avion chinois, le Comac C919, concurrence directement Airbus et Boeing. Et la Chine est devenue la championne toute catégorie en matière d'innovation. L'Europe, elle, à l'inverse, a accumulé du retard, notamment dans l'automobile, les batteries, les technologies vertes et certaines biotechnologies. Elle a donc tout intérêt aujourd'hui à travailler main dans la main avec la Chine, soit en imposant à son tour des transferts de technologies aux entreprises chinoises qui s'installent sur le continent européen, comme BYD en Espagne notamment, soit en sous-traitant le développement directement en Chine. Et ça, c'est ce qu'a fait Renault en créant il y a 2 ans un centre de développement à Shanghai avec une équipe de 150 sous-traitants chinois. Résultat, le groupe a réussi à sortir sa nouvelle Twingo tout électrique en seulement 2 ans, plus rapidement que prévu et avec un coût de fabrication plus faible que prévu. Olivier Costa, est-ce que le transfert de technologie, c'est notre bouée de sauvetage aujourd'hui pour les Européens pour espérer rester dans l'innovation ? Quand on écoute les industriels, visiblement, il n'y a pas le choix.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de condescendance ces dernières années. Il y a 20 ans, on disait les Chinois ne feront jamais une voiture correcte, ne seront jamais capables de faire un avion. Bon, c'est pas vrai. Tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui. Et on s'aperçoit aussi que la différence fondamentale qu'il y a entre la Chine et l'Union européenne, et c'est là que ça devient vraiment triste, c'est que quand on est dans un régime autoritaire et que c'est le Parti communiste qui décide de tout et qui peut planifier maintenant la priorité sur les 20 prochaines années, c'est d'être les meilleurs en voiture, tout le monde va faire ça et personne ne discute. Et d'un autre côté, dans l'Union européenne, on a des pays qui sont de plus en plus fragmentés politiquement et des régimes qui sont plus dans la réaction à une série de crises et dans une incapacité à planifier quoi que ce soit. Et quand on regarde aujourd'hui, quelle est la capacité de la France à planifier un petit peu son avenir technologique et industriel ou celle de l'Union européenne, c'est risible d'un point de vue chinois et c'est pour ça qu'on est à la remorque. Mais Pierre Aski, justement, est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a obtenu quelque chose d'imposer, en tout cas, des transferts de technologie aux Chinois ? Non, on n'en est pas là à ce stade parce que le rapport de force n'est pas favorable. Mais vous parliez de Renault, c'est très, très intéressant. Le PDG de Renault, récemment, quelqu'un lui a dit « Mais vous délocalisez en Chine ?» Il a répondu « Non, on va apprendre là-bas. » Et je pense que cette visite d'Emmanuel Macron, elle devrait être l'occasion pour nous de cette prise de conscience du changement du monde, d'une bascule du monde qui est spectaculaire et qui s'est faite à bas bruit sans que nous, qui sommes dans notre bulle franco-française ou européenne, ne l'avons véritablement saisi. Mais quand vous pensez qu'il y a à peine un an, le rapport Draghi en Europe, Mario Draghi, qui mettait en garde en disant l'Europe est sur le point de décrocher, d'être larguée par l'histoire parce qu'on n'a pas fait les changements technologiques. Et ce rapport, il est dans un tiroir quelque part et on n'a pas su, on n'a pas la capacité politique aujourd'hui en Europe et dans nos pays d'en tirer les conséquences là où il faudrait. Et ce genre de visite, à mon avis, devrait être des wake-up calls, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des piqûres de rappel. Des piqûres de rappel, si voilà. on veut éviter le globish. Pardon. Merci Pierre Aski. Non mais alors Sophie Boisseau-Durocher, ce qui peut nous sauver peut-être, c'est que les Chinois ont aussi besoin du marché européen aujourd'hui ? Alors non. Même de pas. moins en moins. Donc de moins en moins. Ce qu'on voit, c'est que à la fois le marché américain et le marché européen sont moins importants pour les exportations chinoises que ça avait été le cas il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, le premier marché d'exportation de la Chine, c'est l'ASEAN. Et c'est d'ailleurs l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Donc les pays qui entourent la d'Asie du Sud-Est. D'où l'intérêt, je dirais, de notre ouvrage, c'est que précisément montrer ce recentrage asiatique. La Chine fait vraiment région avec les pays qui l'entourent, du Japon à l'Indonésie, voire l'Australie, quand elle s'engage dans un nouvel accord de libre-échange, le RCEP, qui va bouleverser certainement le monde dans les 10 prochaines années, parce que la croissance est là. Donc la Chine réussit un double coup. D'une part, se rapprocher de ces pays et faire véritablement bloc régional avec eux, et d'autre part, nous expulser de ces marchés, qui sont les marchés prometteurs pour les 15 prochaines années. Et pourtant, la Chine est quand même en train d'essayer d'envahir l'Europe avec des usines. Donc, c'est que forcément, il y a un intérêt à vendre ces produits Bien sûr, dans les pays. Ce qu'on voit, c'est que on a vu d'ailleurs récemment, avec les mesures protectionnistes mises en place par l'administration Trump, il y a effectivement une correction vers l'Europe. Ça, c'est indéniable. Mais ça montre précisément que nous ne sommes pas prêts, peut-être, à nous défendre. Et ça pose aussi la question de notre modèle social. Notre modèle social, mais aussi, on a une faiblesse, c'est les composants industriels essentiels, notamment les fameuses terres rares. Écoutez Stéphane Séjourné, le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle. Sur les matières premières, force est de constater que nous sommes dépendants, le plus souvent, en fonction des matières premières, d'un seul pays qui est la Chine. Pour des bonnes raisons, souvent, parce que c'est pas cher. Et en même temps, notre action ne peut fonctionner que si les entreprises européennes jouent le jeu. Et en d'autres termes, si elles s'engagent à cesser d'acheter 100% chinois, en l'occurrence pour les matières premières. Mais est-ce que c'est possible, Olivier Costa, de cesser d'acheter chinois quand on sait que Pékin contrôle 60% de l'extraction mondiale de terres rares, 90% de leur raffinage et 94% de la production d'aimants qui est essentielle à la fabrication de beaucoup de ce que nous utilisons au quotidien? C'est le choix qui se pose à l'Union européenne aujourd'hui. Et il y a 3 stratégies. La stratégie du libre-échange, qui est celle qui a été menée jusqu'à présent. On continue à acheter tout ce qu'il faut là où c'est le moins cher. Et comme l'a dit Séjourné, ça sera en Chine.
Chine. La deuxième stratégie, c'est la stratégie qui a cours actuellement à la fois à l'Élysée et à la Commission, c'est celle, pour parler globish, du de-risking. Ça veut dire quoi ? Le dérisquage. Ouais. On va limiter les risques, de la Chine, c'est-à-dire qu'on va essayer de diversifier nos sources d'approvisionnement, repérer les terres rares dont on dispose en Europe, développer les capacités de recyclage. Il y en a, et pendant très longtemps, on n'a même pas essayé de regarder où. Et donc, c'est une stratégie consistant à dire on continue à parler avec les Chinois, mais on limite les risques. Et la troisième, c'est celle de la guerre commerciale, en disant les Chinois sont pas sympas avec nous, on va mettre des tarifs douaniers, on va la jouer comme Donald Trump, et ça peut être aussi une stratégie, mais qui aura un coût économique et social très important. Qui n'est pas celle vers laquelle on s'achemine. Ce qui est très étonnant, et je ne sais pas si on s'en rend compte, il y a le secteur minier est en plein boom en Europe en ce moment. Il y a 2 mines de lithium qui sont en train de développer en France. Dans l'Allier, c'est ça. Une dans l'Allier et l'autre, je ne sais plus où, mais qui sont, voilà, ça faisait des décennies qu'on n'avait pas ouvert de nouvelles mines parce que le lithium, c'est pour les batteries des voitures électriques. Et dans toute l'Europe, il y a cette frénésie aujourd'hui de trouver des sources alternatives, mais ça ne se fera pas d'un seul coup. Ce qui est toujours terrible, et c'est facile de jeter la pierre après coup, mais c'est l'aveuglement. C'est que tout ça... Des Européens, vous voulez dire ? Des Européens, du monde. Vous savez, en 2010, pour la première fois, les Chinois ont utilisé l'arme des terres rares contre le Japon. Et ils étaient en brouille avec le Japon et ils ont fait un embargo sur la livraison de terres rares. Et tout le monde s'était inquiété, etc. Puis, au bout de quelques semaines, c'est revenu à la normale et tout le monde a continué comme avant. Cette année, avec les droits de douane de Donald Trump, la Chine a ressorti cette arme. Et là, tout d'un coup, le monde s'est affolé parce qu'on s'est rendu compte qu'on était pieds et poings liés devant la production chinoise en terres rares. Donc c'est quelque chose, il faut se poser la question de notre incapacité à anticiper sur des crises de ce genre-là qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve à gérer ça dans l'urgence. Anticiper justement, Sophie Boisseau-Durocher, est-ce que les Chinois peuvent être sensibles aux sirènes du président français pour les faire venir au G7 ? On va avoir le G7 à Évian dans quelques mois. Est-ce que les Chinois se disent, après tout, oui, peut-être qu'on peut venir avec vous et entrer dans cette danse commerciale et d'échanges commerciaux apaisés ? Je crois que les Chinois sont des gens évidemment très ouverts, d'âpres négociateurs également, donc ils ont tout intérêt à jouer le jeu. Plus ils s'exposent, plus ils apprennent, plus ils contrôlent et plus ils peuvent apporter des solutions innovantes. L'objectif de Pékin, et annoncé par Pékin, c'est de modifier, transformer l'ordre international. Oui. Donc plus ils peuvent intervenir et plus ils ont de leviers, plus ils sont dans une situation favorable. Donc on l'a bien vu, rappelez-vous, avec Davos, ils profitent de chaque occasion pour, je dirais, faire leur pub, tout simplement. La vraie question pour nous maintenant, c'est jusqu'où allons-nous à nous rapprocher d'un régime autoritaire. C'est-à-dire nous rapprocher d'un régime autoritaire. Je crois que ça... Il faut faire des concessions. Là, il faut faire des concessions. Mais, jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Et c'est la question qui est de fond. Olivier Costa, il faut faire des concessions, par exemple sur Taïwan, il faut faire des concessions... La Russie. Sur la Russie, d'accepter qu'il soit aussi proche de la Russie que de nous ? Je pense qu'il y a un autre changement de fond qui est en train d'intervenir, c'est un retour à une espèce de réalisme. Le problème, c'est que si on ne parle plus qu'au régime démocratique, bientôt on parlera à la Suisse et à la Norvège et c'est tout. Et le changement de régime qui est en cours aux États-Unis, de ce point de vue-là, est assez symptomatique. C'est-à-dire que si on considère qu'on ne peut pas parler aux Chinois parce que c'est un régime autoritaire, faut-il continuer à parler aux Américains de Donald Trump ? Et j'ai l'impression que la température à Bruxelles consiste un peu à dire retour au réalisme, pensons à nos intérêts économiques et on verra. Et c'est vrai que toute la problématique de la conditionnalité, de l'exportation des droits de l'homme, de la démocratie est complètement en veilleuse du côté de Bruxelles avec l'idée qu'il y a des priorités aujourd'hui qui sont économiques, industrielles et sociales et que cette partie-là, on va la mettre de côté. Donc on parle avec la Chine, même si elle n'a pas condamné l'agression russe en Ukraine. Regardez, on va regarder une archive qui nous ramène en 2014 quand la Russie et la Chine lançaient un chantier mais pharaonique ferroviaire pour relier les deux pays en 30 heures, je crois. À 300 km de moyenne, voilà Pékin à 30 heures de Moscou. Une seule nuit dans ces sièges cocons et vous voilà déjà arrivé. Ce sera le plus grand chantier de la planète, qu'importe les 20 ans de travaux, la facture en centaines de milliards d'euros quand on aime. Et Vladimir Poutine veut faire de la Chine son partenaire principal, il l'a redit aujourd'hui. Notre partenaire clé dans la région est désormais la République populaire de Chine. La tâche principale de mon gouvernement, c'est maintenant de développer des projets d'investissement dans d'autres domaines que l'énergie. Retour à Ulan-Ude sur l'actuelle ligne de train. Ici, on a l'habitude de travailler ensemble.
Si la motrice est russe, les voitures sont déjà chinoises, comme le personnel et 80% des voyageurs. Dites Pierre Asker, cette ligne, elle n'existe toujours pas. Mais la proximité est telle entre les deux pays que nous, Français, on ne peut plus rien attendre de la Chine dans la résolution du conflit ukrainien, par exemple. Non, ça c'est sûr que c'est une illusion de penser que la Chine va peser sur le conflit ukrainien. Le problème, c'est qu'on est un peu à la croisée des chemins en ce moment. C'est soit on va vers un monde de rapport de force dans lequel les Américains, les Russes, les Chinois pèseront sur la définition du monde, soit, et c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron avec ce G7 et de faire venir tout le monde autour de la table, on réinvente le multilatéralisme, c'est-à-dire des règles du jeu de la coopération internationale. Ça paraît très ambitieux. Mais il faut bien dire que l'Europe n'a pas aujourd'hui les moyens de s'imposer dans ce concert des nations. Oui, notamment le président français, Sophie Boisseau-Durocher, est-ce qu'il arrive fort politiquement pour imposer ce nouveau multilatéralisme? Évidemment, et les Chinois le savent bien d'ailleurs. Quand ils le reçoivent avec tout le faste, il y a un peu d'ironie, si vous voulez, à mon avis, dans ce déploiement. Ce déploiement de faste à Pékin avant-hier, il y a un tout petit peu d'ironie quand même, parce qu'on sait les difficultés dans lesquelles il est. Enfin, on voit la difficulté de fixer un budget. Donc, il le sait. Tout ça, les Chinois le savent parfaitement. Maintenant, à nouveau, ils testent, ils vont essayer. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron revienne avec des grandes promesses. Maintenant, tout est bon à prendre. Mais Olivier Cossas, ça veut dire quoi? La Chine, c'est quoi pour l'Europe aujourd'hui? Un partenaire, un rival, c'est hybride? C'est qui exactement? Il n'y a pas de réponse. Et l'enjeu de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, c'est est-ce qu'il a la capacité ou pas de parler au nom de l'Union européenne. Et si l'Union européenne tient plus ou moins derrière la position française, qui de dire on va faire cette stratégie de dérisquage, ça va. Si l'Europe, qui est très divisée dans son rapport à la Chine... Il n'y avait pas Ursula von der Leyen, d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne. Et si l'Europe part dans tous les sens, c'est un vrai échec pour la France et on va être en grande difficulté dans notre rapport à la Chine parce que tout seul, on ne peut rien faire. Olivier Aski, Pierre Aski, qui parle pour l'Europe aujourd'hui? Quel numéro de téléphone? C'est celui de l'Élysée? Vous savez, il y a 3 visites qui sont prévues en Chine. Il y a celle d'Emmanuel Macron en ce moment, il y a celle de Friedrich Merz, le chancelier allemand, et celle de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Donc on a l'Europe arrive en rang divisé, mais c'est la Commission qui est chargée de discuter des questions commerciales. Ils viennent avant l'arrivée de Donald Trump, justement. Et Donald Trump arrive au mois de mars. Donc il y a cette séquence qui est assez intéressante où l'Europe essaye de sauver sa peau dans ses relations avec la Chine avant que les États-Unis ne viennent. Et on a cette complexité qui est que si les Américains et les Chinois s'entendent trop bien, c'est pas bon pour nous. Ouais. S'ils s'entendent trop mal, c'est pas bon pour nous non plus. Et donc si les Chinois et les Russes s'entendent bien? Donc la voie moyenne, elle est très difficile à trouver. Et de la même façon, quel intérêt aurait la Chine à avoir une Europe vraiment faible et divisée face à elle? Peut-être que la Chine a intérêt à avoir une Europe relativement articulée face aux États-Unis. Ça nous ouvre des horizons. On en parlera la prochaine fois car ce débat est terminé. Merci, c'était absolument passionnant. On va rester dans l'actualité, mais vu par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Une meute de loups noirs, espèce très rare, semble-t-il, a été identifiée formellement en France, dans le Var, ces derniers jours. Et puis à San Francisco, la municipalité américaine part en guerre, juridiquement, contre les géants de la malbouffe, Kellogg's, Nestlé, Coca-Cola et autres super multinationales. Mais d'abord, le mot vedette du jour, match truqué, après une affaire révélée dans le monde du tennis. C'est entendu. C'est cette affaire de match truqué. On est clairement sur un match truqué. Tsunami de match truqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Match truqué, du moyen anglais match, affrontement, et de l'ancien français trucher, frapper aux portes pour mendier, désigne une rencontre sportive arrangée à l'avance. Le 18 octobre, 7 personnes, dont 3 joueurs de tennis français, ont été mises en examen dans un scandale de corruption tennistique impliquant des matchs truqués. Une trentaine de limiers français et une centaine de leurs collègues bulgares sont montés au filet dans le milieu des smicards du tennis, acceptant de se coucher pour quelques bifetons. Jusqu'ici, ils ont repéré 45 matchs de seconde zone joués de 2018 à 2024 sur 3 continents, à l'évidence truqués dans le but d'enrichir un réseau de parieurs véreux. Dans la loi française, les acteurs d'un sport, joueurs, coachs, arbitres, patrons de club, ne peuvent pas, directement ou par personne interposée, parier sur une compétition organisée par leur fédé. Un sportif pro ne peut donc pas
sauf à risquer 50 tôles et 500 000 € d'amende, ne pas donner le meilleur de lui-même et parier sur sa propre défaite. En France, les paris sportifs sont ouverts à la concurrence depuis 2010, drainent 14 milliards d'euros annuels et sont régis par l'ANJ. Celle-ci fait partie des 45 pays du réseau de lutte contre les manipulations sportives du Conseil de l'Europe, lequel compte que, loin devant le tennis, le foot est le sport le plus concerné par des alertes de matchs truqués. Parmi les triches légendaires, le célèbre bidonnage au MVA en mai 93, ou 20 ans après l'affaire des 680 matchs truqués dans le monde entier. Désormais, trajectoire, force, temps de réaction ou vitesse sont disséqués par l'IA, avec selon ses promoteurs une certitude de 99%. Vous avez demandé l'IA Police? Ne quittez Pia. Merci Thibaut Nolt, ça lui va bien Tibi aussi. Marie Bonis, Xavier Maudu, vos chroniques. Alors, cher Xavier, la revue Zoodiversity, c'est quoi, c'est anglo-saxon? Oui, ouais. On a des articles. Publie des résultats d'une étude qui confirme la présence d'une meute de loups noirs dans le massif de la Sainte-Baume en Provence. Et vous nous rappelez à quel point cet animal a été traqué, chassé, exterminé. Exactement, Elisabeth. Le 3 août 1882, le président de la République, Jules Grévy, promulgue une loi qui vise à la disparition des loups. Alors cette loi s'inscrit dans une longue histoire législative qui vise à s'attaquer aux loups, et ce serait une sombre litanie de vous raconter toutes les lois, ordonnances, décrets, etc., qui s'en prennent aux loups. Mais cette loi de 1882 est dévastatrice. Alors elle reprend un procédé qui existait déjà, c'est celui des primes. Donner une prime à qui va tuer un loup. Sauf que là, les primes sont un peu plus conséquentes. Vous avez 40 francs si vous ramenez un louveteau, vous avez 150 francs si c'est une louve pleine, et jusqu'à 200 francs, oui c'est ça, grosse, et jusqu'à 200 francs si c'est un loup dont il a été prouvé qu'il s'était attaqué à des humains. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le salaire mensuel d'un ouvrier, 150 francs. Donc là, on a quelque chose qui est assez considérable, sachant que les primes sont versées directement par l'État sous les 15 jours. Ça veut dire que ça arrive très vite après que le maire de la commune où le loup a été tué a pu constater l'abattage. Donc la loi est efficace, on peut imaginer. Très efficace, cette loi-là. Alors, peut-être pas seulement à cause des primes, même si elles sont plus conséquentes qu'avant, parce que déjà sous la Révolution française, vous avez des primes. Non, elle est efficace parce que le contexte a changé. Il a changé. Déjà, les paysans et les chasseurs sont mieux équipés. La loi, je vous ai dit, c'est 1882. Eh bien, quelques années plus tard, 1887, vous avez la fondation de Manufrance, célèbre Manufrance, la manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne, avec son catalogue si réputé, et des fusils. Des fusils, eux aussi réputés, donc le fusil se diffuse très rapidement. Vous ajoutez à ça des pièges, les terribles pièges à mâchoire, des poisons, et puis vous sentez combien le loup est menacé. Mais il y a quelque chose peut-être de plus profond, c'est qu'il y a à ce moment-là un changement de perception de l'animal et du loup. Le loup est considéré comme un nuisible, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un schéma où il faut chasser le loup, cet ennemi traditionnel, l'éloigner des troupeaux, l'éloigner des humains. Il faut l'éradiquer, le faire complètement disparaître. Alors au 19e siècle, estimer des loups, c'est pas facile, entre 10 000 et 20 000, on va dire. En 1900, il n'y en a plus que 500, et dans les années 1930, ça y est, il n'y a plus de loups en France. Alors aujourd'hui, nous le savons, ils sont revenus naturellement, ces loups. Il y en a à peu près 1 millier de loups en France. Ce sont des loups gris. En France, en Europe, ce sont des loups gris, sachant que les loups noirs, ce sont des loups gris, mais en fait, c'est une modification génétique qui fait qu'ils sont noirs. Mais vous le comprenez bien, gris, noir, ou aussi connu et réputé que le loup blanc, on ne connaît pas bien le loup. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça pose des questions, le loup, et qu'il participe, et ça, c'est une évidence, à la biodiversité. Et voilà, un point de vue équilibré. Merci, monsieur Mauduit. Chère Marie, San Francisco attaque en justice les géants de la malbouffe de l'industrie agroalimentaire américaine. Ils les accusent d'avoir provoqué une crise de carrément santé publique. Ouais, c'est une procédure judiciaire inédite dans laquelle se lance la ville de San Francisco. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il s'agit de montrer que la malbouffe, comme dirait José Bové, la malbouffe est un problème collectif qui pèse sur toute la société. Alors, sur le banc des accusés, il y a 10 géants. Je ne vous les dis pas tous, mais il y a Coca, Pepsi, Nestlé, Kellogg's. Et on leur dit concrètement, vous avez empoisonné consciemment les citoyens américains. Maintenant, il faut payer pour réparer les dégâts, c'est-à-dire pour les soigner. Des cancers, des diabètes, de l'obésité. 4 Américains sur 10 souffrent d'obésité. C'est une tragédie. Alors, San Francisco, donc, réclame des dommages et intérêts, parce que les soins, c'est la ville qui a payé.
dont on ne connaît pas le montant exact. Dans le caddie du désastre, en vrac, on trouve des chips trop salés, des potatoes surgelés, des pizzas toutes préparées, des soupes déshydratées, évidemment des bonbons, des glaces, mais aussi de la tortilla, du guacamole, des céréales du petit déjeuner. Bref, on dirait un poème, mais avec plein de gluten. Ce qui distingue Exactement. Cette nourriture, ce qui la distingue des autres aliments, c'est qu'on y a rajouté des trucs en laboratoire pour que ça ait plus de goût, pour que ça se conserve plus longtemps, pour que ça ait une couleur très sympathique et attirante. Ça s'appelle des additifs. Et il existe à ce jour des dizaines et des dizaines d'études scientifiques qui ont montré que ces additifs ont des effets délétères sur notre santé. Le mois dernier encore, la prestigieuse revue scientifique The Lancet écrivait noir sur blanc dans un dossier pour faire le point « Nous en savons assez pour agir ». Sauf que ce que rappelle la plainte du procureur de San Francisco, justement, c'est que les géants des aliments ultra transformés sont des spécialistes de l'enfumage. On parle d'un marketing déloyal et trompeur qu'on compare aux grandes heures de l'industrie du tabac. Rappelez-vous, alors, il y a un chiffre toujours dans The Lancet que je trouve assez fascinant. Le budget publicité de Coca, Pepsi et Mondelez sur une année, c'est 4 fois plus que le budget de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Ah oui, voilà, cette comparaison parle et puis me déprime profondément. Un espoir quand même pour les Américains, c'est que les dégâts de cette alimentation ultra transformée, ça fait un consensus politique dans le pays. Robert Kennedy Jr., qui est l'actuel ministre de la Santé de Donald Trump, qui est un anti-vax notoire, il est très actif dans la lutte contre l'obésité et le diabète. Il en a fait une priorité. Alors, pour une fois qu'à peu près tout le monde est d'accord aux États-Unis, peut-être que le changement, c'est maintenant. Alors, bientôt. Vous avez raison. Alors, effectivement, s'il est très actif, c'est une lueur d'espoir. Merci, Marie. Merci à tout le monde. Demain, 20h05, c'est le club de Renaud Dely, Loulou. Hein, bon, et puis nous, on se retrouve lundi à 20h05. Tchuss.